Merci beaucoup. On n'a pas trop travaillé la mise en scène, on a essayé d'improviser. Je vais appeler directement les participants à la table ronde. Voilà. Serge Rue, Bruno Parmentier, Sébastien Zanoletti et Konrad Schreiber. Donc merci pour cette introduction. On va démarrer très très rapidement. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que Bruno Parmentier, alors, non, il est où? Là, voilà. Ça, c'est moi. Voilà. Sébastien. C'est chez Michael. Ça va comme ça? Il y a de la place pour tout le monde? Je vais me mettre là. Ah bon, attends, je vais me pousser. Bon. J'avais bien dit qu'on improviserait, hein, on ne raconte pas d'histoire. Bon, moi je suis content d'être là parce que déjà ça me permet de retraverser le jardin des plantes le matin, c'est quand même quelque chose de formidable. Quand on vient parler de la préservation de l'environnement et de la nature, ça donne quand même une grosse envie d'aller toujours plus loin dans ce domaine quand on passe cet endroit absolument magnifique. Et puis moi, le sujet de l'agriculture et de l'alimentation me passionne depuis longtemps, plus je dirais que les candidats actuels à la campagne présidentielle qui n'en parlent absolument pas. Ça me passionne, pourquoi? Parce que c'est évidemment un besoin vital, mais surtout parce que moi qui m'intéresse aux questions d'environnement de manière très transversale, l'agriculture c'est un exemple formidable, c'est comme un condensé de toutes les questions auxquelles on doit répondre, de tous les problèmes qu'on doit résoudre. Pourquoi? Parce que l'agriculture c'est évidemment la terre, mais c'est aussi l'eau, c'est le climat, c'est la biodiversité, et bref, c'est complètement transversal, et c'est un peu le symbole de tout ce qui se passe. Et si on arrive à trouver des solutions pour l'agriculture, je pense que ça pourra entraîner aussi d'autres secteurs d'activité à réfléchir et à agir autrement. Donc c'est vraiment pour moi un sujet majeur. Bruno Parmentier, je présente les invités, ingénieur des mines et économiste. Parcours dans l'agronomie donc un peu atypique, ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers et auteur de plusieurs livres références dont Nourrir l'humanité ou Manger tous et bien. Sébastien Zanoletti qui est directeur de l'innovation et du développement durable de l'UGP BAN, Konrad Schreiber qui est chef de projet à l'Institut de l'agriculture durable, enfin Serge Rue, directeur général du WWF France, et auteur lui aussi d'un livre que je vous conseille parce qu'il est sorti récemment, Pierre Rabhi, Le Fertile, livre audio où on a à la fois les textes de Serge Rue et les extraits d'interviews de Pierre Rabhi, que vous connaissez, c'est l'homme qui a inventé un certain nombre de contextes, de techniques qui fonctionnent d'ailleurs un petit peu partout dans le cadre de l'agriculture durable. On va essayer de parler de solutions, hein, vous l'avez compris, à travers notamment l'agriculture dite de préservation. On va essayer de mieux comprendre ce que c'est aussi. Mais moi, quand on me dit on va essayer de trouver des solutions, j'aime bien rappeler qu'il y a un problème. Ça a l'air tout bête, mais on a tendance parfois à proposer des solutions en oubliant quelle est la réalité du problème. Et je voudrais me tourner vers Bruno Parmentier dans un premier temps, pour que vous nous précisiez vraiment ce qui nous attend à l'horizon 2050. Est-ce qu'il va falloir réellement produire plus et combien, en qualité, en quantité, et quelles sont les perspectives globales pour l'agriculture dans le monde? Bien. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Sur ces 7 milliards, il y en a 1 milliard de gens qui ce soir vont se coucher avec le ventre vide en disant « j'ai pas pu manger aujourd'hui, comment je vais faire pour manger demain ?» C'est pas glorieux. Puis il y a un 2e milliard qui va avoir le ventre plein, mais qui a d'énormes problèmes de santé parce qu'il ne mange pas assez de protéines, de vitamines, etc. Puis il y a, on pourrait dire, un 3e milliard qui a très peur de devenir comme le premier ou le 2e. Donc on ne peut pas dire qu'au XXIe siècle, on ait résolu du tout le problème de l'alimentation. Bien. Donc, soyons clairs, le problème de l'alimentation, c'est un problème furieusement moderne. Il n'est pas seulement du 18e, du 19e ou du 20e. Il va nous poursuivre absolument tout le XXIe siècle. Il n'y a qu'à voir, par exemple, récemment, 2007, voilà, une nouvelle mauvaise récolte. Alors, de bananes, c'est autre chose, mais bon, on va déjà parler des céréales. Dans les 7 premières années du XXIe siècle, il y a 6 années déficitaires en céréales, excusez du peu. Voilà, il n'y en a qu'une année excédentaire. Donc, en 2007, on arrive à l'année de trop. Les stocks de céréales sont au plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale, émeute de la faim dans 36 pays. Alors du coup, on a semé comme des malades en 2008, et puis il n'y a pas eu d'incident climatique en 2008 et en 2009, ça a été en 2010, sécheresse en Russie, inondation au Pakistan, sécheresse en Australie, et c'est reparti. Le cours du blé a de nouveau été multiplié par 2,5, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Révolution en Tunisie, révolution en Égypte.
Ces gens-là, ils veulent manger du couscous et du pain. Ils n'en avaient pas. Voilà, donc on s'aperçoit qu'en fait, la paix du monde, actuellement, est extrêmement liée à notre capacité de produire des céréales et des bananes. Enfin, d'abord des céréales, c'est l'aliment essentiel. Voilà. Et donc, aux incidents climatiques dans les zones céréalières. Alors, prions mes frères pour que les futurs incidents climatiques soient au Groenland. Tout le monde s'en fout quand il y a des incidents climatiques au Groenland. Quand il y en a dans les plaines céréalières ou fruitières, ça se voit à l'œil nu. Alors, concrètement, il faut augmenter de 70% la production agricole mondiale. Voilà, 70%. À l'horizon 2050, on est d'accord. À l'horizon 2040-2050. Oui. Alors, je rappelle quels sont les événements qui obligent ça. Ben, c'est d'abord l'augmentation de la population. Hein. Un jour normal sur Terre, comme aujourd'hui, 3 avril, c'est ça? Oui. 360 000 naissances et seulement 160 000 décès. Un jour normal sur Terre, c'est 360 000 naissances, 160 000 décès. On se fait 200 000 personnes de plus par jour. À la fin de l'année, 75 millions. Ben, ils veulent manger des bananes. Hein. 75 millions, on est 7 milliards. Des petits pots avec la madame. Dans un premier temps, bien sûr. 1,1% de plus. Je vous rappelle que pour passer de 6 milliards à 7 milliards, on n'a mis que 12 ans. Voilà. Chaque année, il y a 75 milliards de gens de plus à nourrir. Millions. Millions, excusez-moi. N'exagérez pas. Donc, cette aventure va finir entre 9 et 10 milliards. Donc, il va falloir les nourrir. Alors, deuxièmement, il y a de plus en plus de riches. Alors, que fait le riche quand il a arrêté d'être pauvre? Par exemple, l'ouvrier chinois ou l'employé indien, il se met à la viande et au lait. Et aux bananes. Enfin, notamment, ce qui est dramatique, c'est pas les bananes, c'est la viande et le lait. Parce que, grosso modo, un végétarien, il y en a beaucoup de végétariens sur Terre, il y a à peu près 3 milliards de gens qui ne peuvent pas se payer de viande. Oui. Il mange à peu près 200 kilos de céréales par an. L'ouvrier chinois, ancien crève-la-faim, paysan, qui s'en va à Shanghai ou à Shenzhen pour fabriquer notre micro, le projecteur, enfin tout, là. Eh ben, il met maintenant une aile de poulet dans son bol de riz. Donc, il mange le bol de riz, plus toutes les céréales et le soja qu'a mangé le poulet qu'il mange. Donc, un végétarien, ça mange 200 kilos de céréales, un carnivore, ça mange 800. Voilà. Donc, la ponction sur la planète est beaucoup plus forte. On quadruple notre ponction sur la planète. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la quantité et la qualité. Voilà. Donc, en fait, heureusement, on n'a rien vu, parce que l'ouvrier chinois, il se met à la viande, mais pas au lait. Et puis, l'employé hindou, il se met au lait, mais pas à la viande. Donc, pour le moment, ça va, c'est pas viande et lait comme nous. Bon, donc, il va probablement falloir, ceux qui en mangent trop comme nous, manger beaucoup, beaucoup moins de viande et beaucoup, beaucoup moins de lait. C'est nettement meilleur pour la santé. Voilà. Parce que notre santé, maintenant, est gravement menacée parce qu'on mange trop. Quand on n'en mange pas assez, c'est pas bon pour la santé. Quand on en mange trop, c'est bon. Et puis, on gâche. Je rappelle que le tiers des récoltes mondiales sont jetées. Voilà, le tiers. 1 milliard de tonnes de bouffe jetées par an. Classe. Alors, grosso modo, il y a 2 grandes écoles dans le gâchis, l'école du Sud et l'école du Nord. Dans l'école du Sud, on ne sait pas conserver. Donc, on récolte, puis on partage. Je récolte mon mil, et puis je dis, ça c'est pour les rats, ça c'est pour le vent, ça c'est pour les voleurs, ça c'est pour les oiseaux, puis moi, il me reste ça, voilà. Alors, la solution, elle est quand même évidente, c'est quand même, je ne sais pas pourquoi on tourne autour du pot, des silos, quoi. Et puis des tanks à l'air réfrigérés, etc. Il faut conserver absolument ce qu'on arrive à produire. Alors, chez nous, on a nos silos, ça va. Chez nous, on gâche tout court. Regardez par exemple les yaourts. On vous les vend par 12, par 8, par 16. Dans ce pays, quand on achète 4 yaourts, on en mange 3. Le 4e, oui, j'étais parti en week-end, la date est dépassée. Hein. Ça fait jamais qu'un quart des yaourts qui sont jetés sans être consommés, etc., etc. Donc, grosso modo, il y a le tiers de la récolte mondiale qui est jeté. Alors, on ne va pas dire il faudrait jeter 0. Moi, je disais à mes étudiants, vous, votre génération, si on jette que le quart au lieu du tiers, c'est possible quand même. Allez, faisons un effort. On récolte 200 millions de tonnes de bouffe par an de plus. Voilà qu'on recycle. Bon, donc au total, il faut augmenter de 70% la production agricole mondiale. Et alors, le problème, c'est que ce qu'on sait bien faire au XXe siècle, augmenter très fortement la production, c'est en pillant un maximum la planète. C'était toujours plus. Toujours plus de terre, toujours plus d'eau, toujours plus d'énergie, toujours plus de chimie, toujours plus de tracteurs. Et le problème, c'est que maintenant, c'est moins. Maintenant, c'est toujours moins de terre, toujours moins d'eau ou trop d'eau, toujours moins d'énergie, parce que la crise énergétique, elle est largement devant nous, hein, pas derrière. Toujours moins de chimie.
et toujours moins de tracteurs, enfin de mécanique. Et donc, c'est vrai que c'est très excitant. C'est maintenant que l'agriculture commence. Jusque-là, depuis 3000 ans, l'agriculture, c'était facile. C'était facile. C'est maintenant que ça commence. Donc, c'est maintenant que ça commence à devenir intéressant. Parce qu'on sait produire beaucoup et plutôt moins bien avec beaucoup. Maintenant, il faut produire toujours beaucoup plus et mieux, mais avec beaucoup moins. Évidemment, c'est bien plus excitant et c'est bien plus intéressant de produire plus et mieux avec moins que plus et moins bien avec plus. Voilà. Et donc, quand on dit préserver, là, je le disais au téléphone quand on préparait, moi, c'était très insuffisant, préserver. Il faut produire, les gars. Il faut produire. Alors, évidemment, il faut préserver. Mais il faut aussi produire. Parce que, en particulier la banane c'est quand même un aliment, aucun tabou, vachement facile à manger, etc. Donc, on veut des bananes. Voilà. Alors, évidemment, avec moins de terre, moins d'eau, moins de chimie, moins d'énergie, etc. Mais plus de bananes. Voilà. Donc, il faut préserver la possibilité de produire de plus en plus de bananes. Voilà. Et donc, il faut intensifier les processus écologiques, comme avant, on intensifiait les processus artificiels. Avant, on intensifiait la chimie, on intensifiait le tracteur, etc., etc. On intensifiait le gazole. Et puis maintenant, il faut intensifier les vers de terre. Il faut intensifier les rotations de culture, les arbres avec les cultures, les animaux, les arbres et les cultures, les bactéries, les champignons, la mère nature, quoi. Bon, et donc ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas vraiment encore faire. On ne sait pas dans quel sens. Enfin, on sait dans quel sens ils vont chercher. On est sûr de trouver. Parce que depuis 50 ans, on cherchait ailleurs. On cherchait à rajouter toujours plus de poudre blanche, violette, et puis un peu de fioul, et un peu plus de tracteurs, et tout, voilà. Donc on a regardé, on était monomaniaque. On cherchait désespérément la molécule qui nous sauvait la mise, ou maintenant le gène qui va nous sauver la mise, qui est une autre histoire. Bon, et maintenant, on va regarder de l'autre côté. Alors, il y en a les précurseurs, vous allez en voir autour de la table qui commencent à voir comment on fait. Enfin bon, on est encore nul en écologie. On est nul de chez nul en écologie, puisqu'on cherchait tout le contraire depuis un siècle. Donc, il y a énormément de découvertes à venir dans l'écologie. Bon, et par exemple, effectivement, il faut arrêter de remuer la terre. Voilà. Il faut arrêter de remuer la terre. La chose importante, c'est ce qui se passe dans la terre. Il faut une autre place, quoi, c'est ça. Voilà, à la place du tracteur et de la charrue, maintenant, le nouveau nom des agriculteurs, c'est plus le laboureur, c'est l'éleveur de vers de terre. Les vers de terre, c'est génial, c'est pas syndiqué, ça travaille tout le temps, etc. C'est bien mieux que le laboureur. Mais bon, si on veut élever les vers de terre, c'est complètement une autre conception. Puis il faut mettre plein de plantes ensemble. Il faut mettre ensemble des plantes qui s'aident à pousser elles-mêmes. Et puis par exemple, là, en ce moment, mon bilan carbone est moyen, je fais plein de conférences partout, donc je prends de l'avion. Mais c'est inouï quand on y réfléchit. La France, elle est marron. Au mois de mars, vous avez vu le soleil qu'il y avait en France? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que c'est que cette folie? Il y avait du soleil tout le mois de mars, et le soleil, on le gâche. Mais attendez, c'est pas possible. Tout rayon du soleil qui arrive sur nos terres, il doit fixer du carbone et de l'azote. On n'a pas les moyens de gâcher à ce point-là le soleil. Alors, il n'y a déjà pas assez d'eau. Si en plus on gâche le soleil, c'est une histoire de fou. Donc, il faut trouver des manières d'occuper tout ce qu'on peut cultiver 365 jours avec des plantes, et des associations de plantes qui s'aident à pousser entre elles. Et le héros du XXIe siècle, il y en a deux, le ver de terre et l'abeille. Tout le reste, alors on veut faire la paix avec les Libyens, les trucs, les machins, mais bon, que font les Nations Unies? Un traité avec les vers de terre, un traité avec les abeilles, il n'y a rien de plus, il y a rien de plus urgent. Donc, effectivement, il faut évidemment conserver, parce que si le fait de faire des bananes aujourd'hui nous empêche de faire des bananes demain, on va être mal. Mais il faut aussi garder à l'idée qu'il faudra plus de bananes demain. Donc il faut non seulement conserver, mais il faut trouver le moyen d'intensifier de façon écologique la production agricole. Merci Bruno Parmentier pour cette brillante analyse de la situation, des perspectives et des solutions qui émergent. Vous avez dit beaucoup de choses. Serge Rue, une réaction, parce qu'on parlait de Pierre Rabhi à l'instant finalement. Ce que dit Bruno Parmentier, c'est une autre façon de nous raconter la sobriété heureuse, réapprendre à travailler avec la nature. Bonjour. Formidable d'écouter M. Parmentier, parce que en l'écoutant, je me suis dit, tiens, le WWF, on va enlever le panda comme symbole qui existe depuis 50 ans dans notre organisation et on va mettre le lombric.
Voilà. Il a raison. Le lombric, c'est plus important que le panda. Même si le panda, il en reste 1600, c'est une espèce réellement en voie de disparition. Il y a même un zoo qui fait de l'affluence aujourd'hui, non loin de Paris, avec ces 2 pandas. Il faut surtout éviter la peau de banane sur la route de l'humanité. Et il faut savoir, alors là, j'adore la banane, mais il faut savoir que nous, les humains, quand même, les peaux de banane sur notre chemin, nous l'avons mis, nous les avons mises. Là, aujourd'hui, nous allons connaître, nous, la croissance des déboires. Nous rentrons dans l'ère des conséquences, parce qu'effectivement, la mission du WWF, c'est d'enrayer le processus de dégradation de l'environnement, immédiat et lointain. Et, si possible, mettre l'homme, la femme, en harmonie avec la nature. Alors, une fois que j'ai dit ça, ici dans la salle, tout le monde et dans le monde, tout le monde est d'accord avec ces principes-là. Mais ensuite, il faut produire. Et nous avons inventé une économie extrêmement prédatrice de notre environnement immédiat et lointain. Donc comment, aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, et avec urgence, avec créativité, et ensemble, entreprises, pouvoirs publics, ONG, associations, comment nous allons inventer, instaurer l'agriculture du moindre impact sur l'environnement. Quand j'entends Monsieur le Président intervenir et indiquer qu'ils ont réduit de 70% les intrants, les pesticides dans les récoltes de bananes, c'est formidable. Mais depuis quand? Depuis 10 ans. Disons, on va le voir dans un instant. Donc cette évolution-là, elle est formidable, elle est souhaitable, mais aujourd'hui, et ma venue aujourd'hui, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, par contre, des idées nous en avons pour tenter de faire progresser ce monde. Et j'aimerais tout à l'heure vous parler d'une idée en exclusivité, et c'est paru il y a quelques instants sur lemonde.fr, une proposition du WWF qui s'intitule « Le pacte agricole », de façon à pouvoir générer une négociation de niveau national sur ce sujet ô combien important, où là, tous ensemble, je le répète, nous avons à nous engager sur le chemin d'une agriculture heureuse. Ce sera la conclusion, le pacte agricole, Serge. Pacte co-signé avec Isabelle Autissier, bien sûr, la présidente du WWF. Et juste une chose, parce que je voudrais... merci Jean-Louis d'avoir cité le livre de Pierre Rabhi, mais Pierre Rabhi est un chantre de l'agroécologie, mais je vous conseille un livre formidable à lire sur le sujet. C'est le livre de Marc Dufumier, famine au sud, malbouffe au nord, et là qui explique bien les choses, parce que, M. Parmentier, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je me permettrai de vous poser une question. On n'a pas attendu que l'Inde et la Chine se développent et mettent une aile de poulet dans le bol de riz pour connaître les famines dans le monde. La famine, ça existe bien avant le développement de la Chine. C'est une histoire d'économie, c'est une histoire de non-partage, c'est une autre histoire et qu'il faut mettre sur la table. Le monde ne va pas mal parce que la Chine et l'Inde se développent abondamment. Le monde va mal parce que, il faut bien le dire, on ne parle jamais du gaspillage qui existe aux États-Unis d'Amérique du Nord. Il n'existe jamais, on parle très peu de l'Arabie Saoudite et de ce qu'elle fait dans le domaine de ses émissions de gaz à effet de serre, etc. Les émissions de gaz à effet de serre, pour nous, WWF, organisation environnementale, c'est la priorité. Vous allez nous dire, mais vous défendez les espèces et les espaces. Bien sûr, mais le changement climatique, c'est le péril envers, non seulement, envers la biodiversité et envers l'espèce humaine. Donc c'est notre priorité. Et ce péril climatique, il est engendré par nos émissions de gaz à effet de serre, dues là à les émissions que nous, chaque être humain, chaque entreprise, chaque société fabrique et émet dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, en 2012, nous sommes partis sur une courbe d'élévation de la température de 6 degrés de température moyenne en plus à l'horizon 2100. Je vous imagine, vous imaginez la catastrophe. Alors ce matin, je ne suis pas un Cassandre, mais ce matin, je vous dis la vérité. Là, nous sommes partis pour cela.
Et 6 degrés de plus, eh bien, ça veut dire élévation du niveau de la mer, ça veut dire réchauffement climatique. Et là, ce n'est plus il y a plus de sécheresse, plus de dérèglements, plus d'inondations, et là, un péril extrêmement grave concernant l'alimentation humaine, parce qu'il y aura gros problèmes sur les récoltes. Alors Serge, je vais faire répondre Bruno Parmentier sur la remarque. D'abord une précision, Marc Dufumier donc est ingénieur agronome aussi, puisque son livre a été cité, et il est membre du comité de veille scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. C'est vrai qu'on n'a pas attendu la Chine, Bruno Parmentier, mais ce n'était pas vos propos non plus, c'est simplement un problème supplémentaire, quoi, en fait. Oui, mais attendez, l'Europe, c'est une longue histoire de famine et de pénurie. Les dernières tickets de rationnement ici, c'était en 49. C'est pas parce qu'on était incapable de produire, c'est parce que voilà, il s'était passé des choses entre 40 et 45. Et d'ailleurs, les immigrations se sont inversées. Pendant des siècles, on avait trop de pauvres, on n'arrivait pas à les nourrir. On avait une petite avance technologique, on leur donnait un fusil, un billet, allez simple pour Pétaouchnok depuis Le Havre ou Saint-Nazaire, et puis on disait, trouve-toi une terre, et puis essaye de te faire à manger, puis si tu as du rab, tu nous l'enverras. C'est comme ça qu'on a fait, j'imagine, de la banane à la Guadeloupe et à la Martinique. Bon, alors maintenant, ça y est, on a résolu. En Europe, on est très nombreux, on a très peu de terre, on arrive à manger. Bon, grosso modo, des agricultures qui tiennent la route, on va dire, dans le monde, il n'y en a que 3. Il y a la Chine, il y a l'Europe, et il y a l'Amérique du Nord. Bon, curieusement, elles ont toutes appliqué la même chose. Pourtant, c'est des régimes politiques extrêmement différents, mais elles ont appliqué quand même 2 règles de base. On va protéger nos frontières et on va investir dans l'agriculture. Alors c'est très différent. La Chine, ils investissent 1 hectare par tête de pipe. Chez nous, c'est le plus qu'on peut faire entre Gaulois. Donc on est passé de 30 à 130 hectares. Et puis aux États-Unis, c'est 2000 hectares par tête de pipe. Mais c'est exactement la même chose. Alors d'un côté, on va dire, on peut être optimiste. Il y a plein de gens qui sont nuls en agriculture sur Terre. Donc, les marges de progression sont énormes. C'est pas normal qu'on produise aussi peu sur les meilleures terres du monde, en Ukraine et en Roumanie. C'est absolument pas normal. C'est pas normal que dans la plupart des anciennes colonies africaines, on produise moins de nourriture aujourd'hui que le jour de la décolonisation. Alors, on revoit une nouvelle colonisation en marche, beaucoup plus pacifique que la nôtre. C'est les Chinois, et les Arabes, les Koweïtiens, c'est les nombreux et les secs. Enfin, les riches et nombreux, riches et secs. Donc ils font comme nous, ils exportent leurs pauvres et ils assurent d'avoir un peu de riz, un peu de blé. Mais d'un autre côté, c'est quand même invraisemblable de penser que, par exemple, en Tunisie, la Tunisie ne nourrit pas les Tunisiens. La Tunisie, c'était le grenier de l'Europe dans le temps. Mais bon, c'est des choix dans la vie. Monsieur Ben Ali, il avait fait 2 choix. Il piquait dans la caisse et il faisait des hôtels. Mais évidemment, à 10 km des hôtels, il n'y avait rien. Donc, dans un moment d'égarement, on leur a proposé des CRS. On ferait mieux de leur proposer des chambres d'agriculture. Les Tunisiens, ils peuvent manger tunisien, il ne faut pas exagérer. Donc, cette malédiction, il faut lutter. Chaque continent doit manger de la nourriture de son continent. L'Afrique doit manger africain, l'Asie doit manger africain. Mais quand on dit l'Afrique doit manger africain, c'est énorme comme défi. Il faut au moins tripler la production agricole. La population africaine, elle va doubler. Il y a 800 millions d'Africains noirs, il y en aura 1,5 milliard. Il y a 300 millions de Nord-Africains, il y en aura 500 millions. Il y aura en 2050 2 milliards de gens en Afrique. Et il y aura 2 milliards 300 millions de gens entre l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. C'est les 2 zones critiques de chez critiques de la faim dans le monde. Il est urgentissime de produire plus en Afrique noire. Mais d'un autre côté, c'est facile. Je veux dire, un pays comme le Congo, ça devrait pouvoir nourrir 500 millions de personnes. Attendez, 75% des gens ont faim au Congo. Alors arrêtons de faire la guerre, faisons de l'agriculture. Le Congo, il a une vocation à nourrir l'humanité comme le Brésil. Bon, donc, il y a quand même des possibilités de nourrir. Et notamment, cette agriculture écologiquement intensive, elle a énormément d'espoir dans les pays tropicaux-humides, là où la force de la nature est très forte. Si on arrive à comprendre ces forces de la nature et à s'insérer dedans au lieu de les violer, normalement, on devrait produire beaucoup, beaucoup plus à manger là. Ça tombe bien, c'est là que les gens se reproduisent. Donc, effectivement, c'est plutôt... Enfin, c'est urgentissime. Voilà.
Alors, comment répondre à toutes ces préoccupations? On va rentrer maintenant dans le chapitre solutions. On va parler avec Sébastien Zanonetti dans un instant de l'agriculture de préservation et de l'exemple de la banane en Guadeloupe et Martinique. D'abord, Konrad Schreiber, vous résumez la situation de la manière suivante. On a bien compris qu'il fallait changer un certain nombre de choses, mais ça ne vous suffit pas, mon cher Konrad. Vous m'avez dit il faut balayer les anciens schémas. Pourquoi? Bien, quand on fait le constat, aujourd'hui, on se dit que globalement, il va falloir relever tous les défis à la fois. Alors on en a eu un petit aperçu. La quantité de SAU par habitant au niveau humain, enfin mondial, va être divisée par 3 en 100 ans. Entre, surface agricole utile, précise Bruno Parmentier, il a raison. Va être divisée en 3 entre 1950 et 2050. Donc déjà, là, il y a un gros défi qui arrive. On a aussi le problème de la pollution agricole. De toute façon, si on continue dans le schéma actuel, il n'y a qu'à prendre l'exemple franco-français. Cette année, c'est la sécheresse. S'il ne pleut pas, de toute façon, on ne pourra pas irriguer. Il n'y a même pas assez d'eau pour prélever dans les nappes. Donc voilà, il y a un problème là, c'est-à-dire les ressources sont de plus en plus rares. Et puis l'économie, l'argent, l'investissement, tout ça c'est complètement en panne. Et en fait, on voit que l'instabilité, ça pourrait être le nouveau ou la nouvelle règle de la stabilité demain. C'est-à-dire, il va bien falloir avoir une agriculture qui est capable de faire face à tous les défis climatiques, environnementaux, économiques, tout d'un coup. Et finalement, à regarder tout ça, on se dit, le schéma, il est sur l'agriculture durable. Alors c'est un mot un petit peu fourre-tout, qui est un petit peu galvaudé à l'idée de certains. Et puis en 2008, on a quand même décidé de créer un institut de l'agriculture durable. Et donc les agriculteurs, les agriculteurs ont décidé de monter au créneau en identifiant tous ces problèmes et en se décidant de les relever. Puis en fait, on est à peu près sûr que demain, on produira plus, mieux, autrement, et avec moins. On n'a aucun souci là-dessus. Le point de départ, c'était de se donner un nouveau modèle. Et en fait, ce nouveau modèle, on l'a trouvé très facilement. Il suffisait de regarder autour de nous, disons, à côté de nos champs cultivés traditionnellement. Parce qu'eux, ils sont marrons. Et dans la nature, en fait, la couleur, c'est vert. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le domaine du végétal. Sur Terre, le végétal est roi. Il produit un cycle de durabilité depuis la nuit des temps. Voilà. Produire, consommer, recycler. Voilà ce que fait la nature. Et elle n'a pas peur de manquer, elle. Et c'est ça qui est très curieux. Et c'est ça que personne ne veut comprendre. Regardez. Tout ce qu'il y a sur Terre est produit quasiment par le végétal. Regardez la performance. 0,038% de CO2 dans l'air, c'est-à-dire une ressource d'une rareté extraordinaire, et avec ça, vous faites tout ce qu'il y a sur Terre. Donc, tous ceux qui ont peur de manquer sont complètement à côté de la plaque aujourd'hui, c'est clair. Tous ces vieux schémas, ils ne marchent plus, puisqu'ils ne voient pas l'essentiel, ce que l'évolution de la nature, et principalement des végétaux, ont produit sur Terre. C'est-à-dire recycler en permanence une ressource rare pour être sûr de ne jamais manquer. Voilà. Et donc, agriculteurs, nous, on fait ce défi-là. On va relever ce défi pour produire tout ce que la planète a besoin. Et ce n'est pas que les agriculteurs de France, c'est les agriculteurs du monde entier. Et c'est pour ça que l'IAD a été créé. Et donc, on se rend compte que l'agriculture devra copier ce fameux modèle de l'écosystème. Et les règles sont relativement simples. La nature, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle capte de l'énergie solaire toute l'année. Le sol est toujours couvert, jamais travaillé. Eh bien, je regarde mon schéma agricole et qu'est-ce que je vois? Exactement l'inverse. Alors bio, pas bio, conventionnel ou pas, peu importe. En fait, on se rend bien compte que les vieux schémas sont complètement obsolètes pour relever le formidable défi de la durabilité. La croissance, c'est absolument pas durable. On en voit le résultat. Mais la décroissance, il va falloir oublier très rapidement. Puisque les 9 milliards d'êtres humains, s'ils ne mangent pas à leur faim, de toute façon, c'est la guerre civile. Donc, à un moment donné, ce débat-là, il va falloir le mener en toute honnêteté. Et puis, on a d'autres clés qui nous sortent de l'écosystème. Des choses très simples. Toujours couvert, jamais travaillé. Pourquoi? Voilà, ça, c'est une vraie question.
Eh bien, en fait, c'est parce que ça permet de donner en permanence une continuité à un cycle de durabilité. Produire pour consommer. À partir du moment où je consomme le premier produit organique, produit par du végétal, eh bien, je remets dans le circuit du CO2 uniquement par le biais de ma respiration, de ma transformation. Voilà. Donc, on donne le lien, et donc il y a un secret dans la nature, et un secret qui est bien gardé, mais qui est en fait évident, c'est que l'entité de recyclage, c'est un sol vivant. On a parlé des vers de terre, des bactéries, des champignons, mais c'est bien par l'activité biologique des sols que tout va être recyclé, transformé pour un nouveau cycle de production. Et c'est là que l'agriculteur a une capacité majeure à travailler. C'est-à-dire que à partir du moment où vous détruisez le gîte et le couvert de la communauté biologique la plus importante, c'est-à-dire celle qui est chargée du recyclage, je lui casse sa maison. Donc, je passe un outil de travail du sol, par exemple. Je mets le sol à nu, j'exporte tout. Donc, à un moment donné, j'empêche cette communauté de bien travailler ou d'évoluer correctement. On le voit bien, dès qu'il y a une guerre, qu'est-ce qu'on fait? On casse bien des maisons et on enlève la nourriture. J'ai jamais vu un développement durable se mettre en place dans ces conditions. Et donc, la principale entité qui est chargée du recyclage, qui est, on l'a appelé, nous, agriculteurs, le sol vivant, eh bien, est détruit en permanence, partout où je regarde sur Terre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Chine, que ce soit ailleurs. Et donc, les agriculteurs, depuis une cinquantaine d'années, et les agronomes qui les accompagnent, sont sur la construction et la compréhension de ces cycles de durabilité, pour finalement s'approprier des techniques qui vont copier l'écosystème pour améliorer la productivité. Et on le voit arriver, dès que le sol est vivant, eh bien en fait, il va capter du CO2, il va stocker du carbone, il va augmenter sa fertilité. Vous êtes capable de produire plus avec moins d'intrants, mais vous êtes aussi capable d'épurer l'eau en même temps que la production augmente. Et tout ça, ce sont des techniques que l'IAD héberge pour produire ce que la société a besoin, c'est-à-dire un vrai projet d'agriculture durable qui profitera à l'ensemble de la société, parce que la société, elle aussi, devra recycler la totalité de ces matières pour être durable demain. Et ça, si ce n'est pas compris rapidement, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc, finalement, on se rend compte qu'en travaillant moins le sol, on va faire énormément d'économies d'énergie. Donc, ça tombe bien. Avant d'utiliser de l'énergie renouvelable, il faut à tout prix économiser celle que l'on utilise. Donc on est bien dans ce genre de raisonnement, tout à fait cohérent avec les réflexions que portent les uns et les autres. Donc j'économise et je produis. Et quand je sais utiliser le soleil sur une terre qui n'est plus jamais nue, je peux produire jusqu'à 2 cultures par an. Et ça, c'est accessible quasi à toute la France. Donc imaginez, 2 cultures par an valorisées vers la société. Donc vous pouvez faire de l'alimentation, mais vous pouvez faire aussi de la bioénergie, des biocarburants, des biomatériaux, de la chimie verte, et voilà l'agriculture qui est en préparation. Alors ça, c'est pour nous en France, mais dans les tropiques, c'est encore mieux, c'est 3 cultures possibles sous certains climats, et puis c'est, par exemple, des schémas où on va accompagner la banane à être de plus en plus productive grâce à l'augmentation de la photosynthèse, les plantes de service, la lutte biologique intégrée, voilà tout ce qui se prépare et tout ce qui est en développement et qu'on a mis en développement à l'Institut. Voilà, merci beaucoup. La banane, justement, on va y venir, Sébastien. Agriculture de préservation, on va peut-être donner les grands axes d'une définition un petit peu globale et puis voir dans un deuxième temps concrètement comment vous avez appliqué cette agriculture de préservation à la banane. On vous écoute. Mais je crois que donc on a bien compris que l'enjeu c'était de faire produire plus avec moins. Voilà, si vous vous rappelez, avec la bonne formule. Voilà, ça c'est la bonne formule, c'est simple à comprendre, avec moins de chimie, moins d'eau, voilà, tout, enfin, aussi moins de CO2, ça c'est aussi un enjeu, important. Donc, je vais commencer, je pense, par l'histoire de cette filière et pour qu'on comprenne bien ce principe, comment on est arrivé à cette agriculture, cette nouvelle agriculture qu'on appelle de préservation. C'est que moi, je suis arrivé dans la filière en 1998. C'est vrai que c'était une filière qui avait des rendements tout à fait honorables et qui était dans un schéma de production très classique, c'est-à-dire qu'utilisait beaucoup de chimie, des engrais, enfin voilà, une agriculture, on va dire, productiviste pour être clair. Et puis
puis finalement poussé par des enjeux de société, la réduction des pesticides. Il y avait aussi le problème du chlordécone, donc les planteurs avaient envie de montrer qu'ils pouvaient faire différemment. Donc, il y avait un lourd déficit, il faut le rappeler. Quand même. Ouais, voilà, c'est ça. L'environnement, c'était assez terrible. Même. Donc il y avait ça, il y avait tout ce qui est réglementaire aussi. Donc finalement au début ça a été pour être vraiment honnête, un peu contraint et forcé. Finalement la filière est rentrée dans cette envie, dans cette volonté de réduire. Donc finalement, on a commencé à chercher des solutions avec la recherche sur place pour trouver des alternatives aux intrants notamment, et notamment aux pesticides. Par exemple, c'était plutôt que de mettre des nématicides, on faisait de la rotation culturelle, plutôt que de faire de la monoculture, plutôt que de mettre des insecticides, on protégeait nos bananes avec des sacs plastiques, on les mettait un peu plus tôt, etc. Enfin, des choses assez simples et qui ont fonctionné et qui sont arrivés aujourd'hui à réduire 70% l'utilisation des pesticides. Et même avec les derniers chiffres, je me tourne vers Laurent là, de l'IT2 qui sont sortis récemment, on a encore réduit de 10% en 2011 l'utilisation. Donc ça, c'est un truc qui fonctionne. Et moi, je dirais qu'on est passé d'un cercle vicieux un peu à un cercle vertueux. C'est-à-dire, on est dans un schéma où on mettait beaucoup de choses et finalement, ça nous reposait des problèmes. On en réglait un, on en créait d'autres. Je me souviens, on mettait des insecticides. Finalement, on avait des invasions d'acariens parce qu'on tuait tous les insectes. Donc, les acariens n'avaient plus de prédateurs. Donc, on se retrouvait avec un autre problème. Donc, on mettait des acaricides. Et ça s'arrêtait pas, quoi. On avait systématiquement des problèmes et on s'en sortait pas. Alors que quand on a commencé à rentrer dans des systèmes plus vertueux, on s'est rendu compte que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les processus naturels écologiques ont redémarré. Et voilà, et du coup, ils nous ont profité, ce qui a fait que la vie est revenue dans les bananeraies, le sol a commencé à revivre. Aujourd'hui, on met plus du tout d'insecticides, par exemple. Et on continue. Zéro insecticide. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met comme on continue à mettre des fongicides pour une maladie des feuilles, où là, la seule alternative qu'on ait, c'est de changer de variété, en fait, ce qu'on cherche avec le CIRAD, et des désherbants, mais c'est là-dessus qu'on a vraiment, on réduit de plus en plus, parce que l'idée, c'est effectivement de mettre des plantes de couverture, quoi. Et les plantes de couverture, voilà, il y a aussi l'exemple des plantes de couverture, où finalement, au début, on s'est dit, on va mettre des plantes de couverture assez basiquement pour plus avoir de mettre de désherbants. C'est-à-dire que les mauvaises herbes vont plus pousser, on en mettra des plantes qui nous gênent pas, et puis voilà, ça a bien marché. Bon, ça a fonctionné, mais ça a été beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas eu d'érosion, ça a alimenté la vie du sol. Donc voilà, et tout ça a été bénéfique pour nous. Et finalement, le résultat. Quelles plantes vous avez mis ? Alors on met des plantes en fait en rotation culturelle qui sont des graminées type bracharia, et puis maintenant on associe de plus en plus de légumineuses. Et le spécialiste est là, vous voyez, de tout ce qui est plante. Et puis ensuite en plantes de couverture, ce sont des plantes plutôt qui sont des systèmes racinaires assez faibles pour pas être dans le même horizon que le bananier. Ça va être des petits mourons, caillas blancs, enfin voilà, ce type de plantes qui sont des plantes locales en fait, souvent qu'on n'a même pas à semer, c'est-à-dire qu'il suffit de pas les désherber et finalement spontanément elles se développent, et voilà. Enfin bon, voilà, donc on redécouvre des choses assez basiques et ça fonctionne. Donc l'alchimie de la nature, c'est mieux que la chimie dans la nature. Merci. Voilà, donc globalement c'est voilà, moi je dis que c'est un cercle vertueux et ça fonctionne, et c'est ce qu'a dit Philippe, c'est très important ce qu'a dit Philippe au départ sur les rendements, c'est-à-dire que dans le même temps on a réduit ces intrants, donc déjà c'est de l'argent qu'on met pas forcément dans ces intrants, donc c'est bien. On a réduit aussi tout ce qui est engrais, on a réduit à peu près de 20% les engrais, et ça continue de se réduire, et dans le même temps on a augmenté de 30% les rendements, quoi. Donc c'est quand même voilà, là c'est un exemple concret de finalement que ça peut marcher. C'est-à-dire que on peut faire avec moins, on peut faire plus. Le carbone aussi, c'est un enjeu qu'on suit avec un bilan carbone. Et évidemment, quand on réduit les engrais azotés, on améliore notre bilan carbone. On travaille aussi tout ce qui est transport. Donc voilà, c'est finalement c'est ça l'agriculture de préservation. C'est préserver, mais aussi avoir faire attention à garder des rendements qui sont bons, voire les augmenter. Et la banane
est un exemple, voilà, à ce titre-là, je trouve assez intéressant, parce qu'elle partait peut-être d'une situation vraiment classique de productiviste et qui a fonctionné. Et je dirais, la banane, c'est pas non plus, en conclusion, que c'est un fruit exotique, simplement un fruit exotique un peu de luxe, enfin, dont on pourrait se passer, par exemple. C'est dans beaucoup de pays, c'est les céréales, notamment vous parliez du Congo, l'Afrique centrale, voilà, la banane plantain, parce que les principes qu'on applique sur notre banane, ils s'appliquent dans le monde entier. Hein. D'ailleurs, on a beaucoup de relations avec les pays de la Caraïbe, notamment, et des pays d'Amérique centrale, même d'Afrique. C'est un élément de base aussi dans beaucoup de pays, comme les céréales. Alors, moi, je suis un peu sidéré parce que je dois vous faire un aveu. J'ai jamais assisté à une table ronde aussi riche en productivité. Parce qu'il y a quand même à peu près 50 minutes, on est parti de la faim dans le monde, il faut augmenter les productions de 70% à l'horizon 2040-2050, sinon il y aura des conflits, des déplacements de population. Et là, en moins d'une heure, donc, on a à peu près tout résolu en disant il faut faire confiance à la nature. Si j'écoute Konrad Schreiber, Sébastien Donetti. Alors, est-ce que c'est si simple quand même? Alors, Sébastien et puis Bruno Parmentier. Oui, c'est ce que j'ai oublié exactement. Alors là, c'est le monde idyllique, parce que finalement, on se dit on laisse faire la nature, tout va bien. Vive les vers de terre. Alors, c'est un peu vrai. Simplement, c'est beaucoup plus technique. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on disait aux gars, bon ben voilà, tu mets dès qu'il y a de l'herbe, tu désherbes. Tu as des nématodes, tu fais des analyses. Dès que tu as des nématodes, tu traites, tu mets un nématicide. Dès que tu as des insectes, tu traites avec un insecticide. Donc c'était des recettes, hein, comme un chef peut faire des recettes. Voilà. Un mot, voilà, qui applique le truc, ça, voilà. Maintenant, c'est vrai que ça demande beaucoup plus de compétences. Oui, qu'on rentre un petit peu dans le détail, c'est intéressant. Voilà, le souci est là, c'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus observateur, il faut être beaucoup plus dans ses champs. On gère un équilibre, en fait, et cet équilibre, il peut être assez instable. Donc, il faut quand même beaucoup plus de technicité. Et voilà. Et le souci, est-ce que tous les producteurs, en tout cas chez nous, c'est le problème se pose, tous les producteurs ont-ils la technicité pour arriver à généraliser ces modèles sur le long terme? Mais il y a beaucoup d'analyses, par exemple, analyse des sols, comment vous travaillez la question? Oui, voilà, évidemment, il y a tous les aspects analyse. Hein. On vient de faire une campagne notamment de profil de sol, c'est-à-dire en allant dans les exploitations et en faisant creusant pour voir comment le sol en quelle santé est le sol. On a fait avec Monsieur Thomas, hein, que Monsieur Schreiber connaît très bien. Voilà, on fait énormément d'analyses donc de sol, on fait des analyses ensuite toutes les analyses d'eau, effectivement on suit aussi toutes les populations de ravageurs. Enfin voilà, donc ça demande beaucoup mais ça demande aussi beaucoup d'observation de chaque producteur, chaque parcelle est différente. Du coup, on n'est plus du tout dans le schéma où il y a comme on peut voir par exemple dans la production en Afrique en banane, c'est pour 1000 hectares en fait ils ont la même méthode de production. Là, on est vraiment à la parcelle. Hein. Voilà, c'est ça un peu le Bruno Parmentier. Oui, c'est pas bisounours, c'est super prise de tête. Hein. C'est vachement compliqué, c'est pour ça que c'est intéressant. Bon, donc, en fait, il faut vraiment complètement changer nos modèles. Parce que, comme il l'a dit, il faut renverser complètement notre état d'esprit. Et puis, deuxièmement, puisque là, c'est un institut technique, il faut aussi être beaucoup plus modeste. Il faut renverser complètement la charge de la preuve, si j'ose dire. Avec l'agriculture productiviste traditionnelle, on crée des instituts de recherche, l'INRAL, CIRAD, etc. Puis le chercheur senior dit au chercheur junior, tu vas travailler dans le même sens. Et puis voilà, au bout de 10 ou 15 ans, il nous trouve une molécule. Et puis on trouve des instituts techniques, des coopératives, des chambres d'agriculture, et puis ça diffuse. Et puis on transforme l'agriculteur en un salarié. Et puis il reçoit par fax ou par mail, aujourd'hui, 25 grammes de poudre violette. Voilà. J'ai aimé la poudre violette. Et tous ces gens-là fonctionnent sur un système économique où on prélève sur la poudre violette. Voilà. De quoi vivent les coopératives? Du prélèvement sur les ventes d'insecticides, de pesticides, d'engrais, etc. Ils offrent le conseil et ils prennent un pourcentage sur la vente de produits. Donc ce système est très conservateur. Parce que les grandes coopératives, ils disent on va licencier totalement si on vend plus de produits. Et donc il faut passer au XXIe siècle. Donc maintenant on va vendre le service. Et à la limite, le jour où notre conseil n'est pas bon, on va offrir le pesticide pour se faire pardonner d'avoir donné un mauvais conseil. C'est dire si les choses sont compliquées. Et puis deuxièmement, au commencement n'est plus l'INRA,
Au commencement, il est agriculteur. Parce que, évidemment, enfin, j'y connais rien, mais j'imagine que c'est pas tout à fait pareil à la Martinique ou à la Guadeloupe. Et puis, c'est encore différent au Costa Rica, etc. Ou pour prendre des choses en France, c'est pas pareil à Cholet, ou bien à Avignon, ou bien à Strasbourg. Donc, en fait, cette idée top-down, elle doit être remplacée par une idée bottom-up. Il faut 35 000 agriculteurs rien qu'en France. Il en faut une par canton, une par bassin versant. Donc au commencement est l'expérimentation sur le champ. Puisque le problème là, c'est de maximiser les forces de la nature, là, dans mon champ à moi. Et le champ qui est sur le versant nord, c'est pas pareil que le champ qui est le versant sud. Et donc, il va falloir redonner beaucoup de créativité, beaucoup d'audace aux agriculteurs pour qu'ils expérimentent. Et un des gros problèmes, du coup, c'est le financement de ce risque et de cette expérimentation. Alors, on a quelques modèles. Par exemple, il y a le modèle du bio. On subventionne les agriculteurs pendant 3 ans pendant qu'ils passent au bio, parce qu'effectivement, ils ont des coûts qui sont importants, et puis voilà, ils ne peuvent pas encore vendre plus cher. Ça devrait être la même chose avec l'agriculture de conservation ou le non-labour. Celui qui vend sa charrue, il faut le subventionner pendant 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, pour qu'il arrive, sans sa charrue, à retrouver, on pourrait dire, une nouvelle productivité. Et il faut des institutions intermédiaires qui organisent cette expérimentation. Mais, je vais finir par un mot optimiste, tous les gisements sur Terre arrivent au bout. On n'arrive bientôt plus de pétrole, on n'aura bientôt plus de gaz, donc d'engrais azotés, mais on n'aura plus de cuivre, de manganèse, d'uranium, etc. Il ne reste plus que 2 gisements, largement inexploités, le génie de l'homme et le génie de la femme. Donc ça tombe bien, c'est cela qu'il faut exploiter au XXIe siècle. Et en plus, nos professions deviennent mixtes. Alors avant, il y avait que le génie de l'homme, maintenant on est 2 fois plus nombreux, c'est génial, les femmes s'y mettent aussi, donc on va y arriver. Ce gisement est très largement inexploité encore. Et je crois qu'il y a un gisement qui n'est absolument pas exploité, c'est celui de l'amour. On a tout essayé sauf ça. Je rajouterai l'amour de la terre. Voilà. Donc, sur l'aspect plus technique, vous souhaitez intervenir. Oui. Voilà. Pour que vous compreniez bien, les plantes sont l'énergie de la terre. Point. Voilà. Et une fois que j'ai dit ça, j'ai quasi tout dit. Le pétrole, le charbon, ce ne sont que des plantes et du soleil en stock. Donc notre société qui va manquer de charbon et de pétrole, elle a quand même tout le reste de sa surface planétaire pour récupérer de l'énergie solaire via les plantes. Donc l'intensification écologique, c'est-à-dire faire pousser de plus en plus de plantes, ça va être un impératif du XXIe siècle. Donc pour ça, en fait, le doublement des rendements, on va le faire très facilement. Vous prenez la culture principale, entre 2 cultures principales, vous avez perdu de l'énergie solaire. Voilà. Mettez donc une culture secondaire qui suit la culture principale. Et donc on se rend compte qu'on ne pourra faire ça que dans un rythme d'accélération de la gestion écologique des systèmes agricoles. C'est-à-dire que le jour où je vais récolter, je serai obligé quasi de semer. En fait, on va passer d'un vieux schéma complètement obsolète où je sème et je récolte, à un schéma où je récolte et je sème, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, et ça, ce sont des petits réflexes qu'il va falloir apprendre, qu'on a mis en œuvre au niveau de l'Institut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, c'est pas important de produire de l'eau propre ou de protéger la biodiversité. Tout ça, ce ne sont que les conséquences de ce que va faire l'agriculteur au niveau de la gestion du végétal. C'est-à-dire il doit d'abord et avant tout créer des sols fertiles s'il veut produire tous les services écologiques, c'est-à-dire de l'alimentation, un puits de carbone, gérer le climat, avoir de l'eau propre, des lieux de culture, du paysage. S'il veut avoir tout ça, il doit d'abord s'approprier la terre et créer des sols fertiles, et ça va passer par le génie du végétal. Et donc, au niveau de l'IAD, on a mis en place les outils pour l'agriculteur, c'est-à-dire un sol doit être fertile, donc la bonne agronomie pour gérer ce sol-là avec les bonnes connaissances sur l'activité biologique des sols, etc. Ensuite, une fois que vous avez un sol, que vous comprenez à peu près comment il peut fonctionner, il vous faut un autre outil, c'est un semoir et des machines pour récolter. Il vous faut semer et récolter. Et donc on a mis à l'IAD les outils qui préservent le sol et qui sont capables de semer et de récolter.
Voilà, tout le reste qui ne préserve plus le sol dans l'état où je le veux, puits de carbone et recycleur, de toute façon, ils n'ont plus rien à faire dans mon schéma agricole. Troisième étape, je sème quoi? Je sème une graine. Eh bien, j'ai besoin de la génétique, de la variabilité du génome du végétal pour pouvoir faire du rendement. Et donc aujourd'hui, le génome, ça se décline avec des populations, des graines de population, mais des lignées, des hybrides, et aujourd'hui on voit arriver des OGM. Donc finalement, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les capacités du génome. Et on ne sait pas du tout comment elles vont se traduire. Toujours est-il que plus j'aurai de choix, plus j'aurai de solutions. Autre outil, une fois que la graine pousse, il me faut fertiliser, puisque finalement ça va accélérer le rythme de gestion du végétal. Donc la fertilisation va rester un pilier de l'agriculture moderne, qu'on le veuille ou non. Donc on a plein de techniques de fertilisation, organique, minérale, avec les plantes qui arrivent. Donc voilà, donc c'est un outil qu'on a mis à l'IAD. Et puis ensuite, si je veux proposer des plantes à la consommation, il faut qu'elles arrivent au bout en bonne santé. Il va falloir protéger des plantes, qu'on le veuille ou non. Donc comment on protège des plantes? Toutes les techniques de protection des plantes vont prendre pied dans l'agriculture moderne et on les a mises à l'IAD. C'est la lutte biologique, c'est la lutte intégrée. Et jusqu'à présent, quand je suis débordé par tout ça, j'ai toujours la lutte chimique qui est de toute façon l'outil de rattrapage du rendement et du revenu de l'agriculteur, mais aussi de la sécurité alimentaire de la société. Et donc il va bien falloir comprendre que ce génie du végétal, cette énergie du végétal, il va falloir la produire et la cultiver et la mettre en œuvre correctement. Et voilà pourquoi a été créé l'IAD, pour donner à la société ce point de départ de la nouvelle agriculture qui est en train de se faire, qui se développe dans le monde entier, que la FAO soutient, et puis qui va prendre une forme de mondialisation. Alors, quand bien cela ne plaise, la mondialisation, plus que jamais. Mondialisons un certain nombre de choses, l'amour, pour reprendre l'expression de Serge Rue, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Sébastien Zanaletti, une précision par rapport à ce qui a été dit, puis après on va aborder la partie plus table ronde avec des échanges. Je voulais juste saluer la présence d'une association de protection de l'environnement martiniquaise qui ont fait le voyage en fait de là-bas pour. En fait, c'est une association donc qui s'appelle Puma, qui c'est pour une Martinique autrement, et aussi une association qui en sautant nous a beaucoup attaqué, faut dire ce qui est, et qui maintenant nous accompagne. Voilà, avec un esprit assez critique, mais en tout cas constructif. Et donc je voudrais saluer ça, et peut-être que son président que je vois au fond là-bas pourrait dire enfin on improvise un peu, mais dire un petit mot parce que ça sera un autre regard. On pourra le faire dans la partie échange. D'accord. Comme ça serait intéressant d'avoir un regard extérieur en fait sur absolument. Sur la filière, sur des gens qui connaissent bien. Et puis l'an prochain, on part tous en Martinique pour faire un autre. Vous êtes bienvenus. Pour vérifier que tout ce qui a été dit est bien réel. Vous êtes bienvenus. Génial. Alors moi je me pose la question suivante parce qu'on utilise beaucoup d'expressions qui semblent aller un peu dans la même direction. C'est l'agriculture de préservation, de conservation, durable, écologiquement intensive, bio, enfin bon, est-ce que ça ne fait pas un petit peu beaucoup de labels? Est-ce qu'il y a de vraies différences entre toutes ces options? Bon, on sait que le bio, c'est pas de chimie du tout, mais est-ce que ça vous paraît possible, enfin partout? Voilà, je vais avoir votre sentiment. Bruno Parmentier, puis on fait un petit tour de table rapide. Quelle est la bonne expression Alors, comment on répartit les ça va se décanter progressivement. L'essentiel et d'avancer dans le bon sens. Alors, ceci dit, le bio, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il y avait du bio depuis 30 ou 40 ans. C'est les seuls qui regardaient ce qu'il y avait dans le sol. Mais le rôle du bio, c'est pas du tout un rôle économique. Le rôle du bio, il est purement prophétique. Je vous rappelle qu'avec un effort colossal, en 10 ans, on est passé de 2% à 3% de la nourriture bio. En France. Mais on peut le voir autrement. On est passé de 98 à 97% de la nourriture pas bio. Alors maintenant, on dit on va faire un gros effort pour arriver à 5%. Ben d'accord, il y aura 95% pas bio. Le rôle du bio, c'est comme le commerce équitable et c'est comme le local. C'est d'abord du prophétique. Parce qu'on parle, il y a beaucoup plus de 3% des conversations de la bouffe qui est sur le bio. Les 3% de bio, ça occupe 70% des conversations. Donc le bio, c'est ce qui permet de parler sérieusement de qu'est-ce qu'on mange, pourquoi et comment. Mais c'est pareil pour le local. Le local, par exemple, les AMAP, c'est à la mode. Une AMAP, c'est 100 urbains à peu près qui achètent la production d'un agriculteur. Vous êtes quand même 10 millions à Paris, il faudrait 100 000 AMAP.
On n'a pas trouvé 100 000 agriculteurs à moins de 50 km. Et en plus, les AMAP, ça nous livre pas les bananes et le café. Bon, et donc, les AMAP, ça a forcément vocation à rester très minoritaire, mais on en parle énormément. Parce que ça permet de remettre en question cette idée de dire, c'est quand même pas normal d'aller chercher, sauf les bananes, de la nourriture à 10 000 km. On doit d'abord manger à 200, 300, 400 km autour des villes. Il nous faut des paysans autour des villes. Et pareil pour le commerce équitable. Le commerce équitable, combien de divisions? Max Havelaar, c'est génial. On se fait plaisir en prenant du café Max Havelaar, mais enfin c'est 0,01% du commerce. Mais on parle beaucoup plus d'équité du commerce depuis que Max Havelaar a montré sa bouille. Donc, de fait, tous ces prophètes, on va dire, sont très importants pour remettre la question réelle de l'agriculture et de la nourriture et du monde qu'on veut créer. Et de ce point de vue-là, c'est bien qu'il y en ait qui disent, quoi qu'il arrive, zéro chimie, mais quoi qu'il arrive, ce sera beaucoup moins. Quand vous dites, vous êtes à moins de 70% de chimie et plus 30% de bananes, génial. Et puis vous ne satisfaisez pas. Hein, puis on va continuer. Maintenant 10% de moins, puis encore 10% de moins. Donc on va arriver à peanuts. Donc c'est très bien qu'il y en ait qui fassent zéro. Mais moi je dis, il faut aussi se nourrir. Avoir faim, c'est un risque très grave. Donc le jour où, comme on n'est pas encore très bon, ça a raté, il faut quand même remettre un peu de fongicide pour faire la récolte. Et puis on étudie vachement pour dire l'année prochaine, je ne vais pas me faire surprendre. Hein, et donc l'année prochaine, je n'aurai pas besoin d'en remettre. Donc il faut baisser. Et c'est très bien qu'il y en ait qui aillent jusqu'aux dernières conséquences. Et donc mangeons local, équitable et bio chaque fois que possible. Et parlons-en tout le temps. Ça va permettre de faire évoluer tout le monde. Vous savez, vous êtes peut-être un peu sévère. Bon, la France n'est pas terrible en bio, mais enfin, en Autriche, c'est quand même 30%. Il y a des chiffres plus importants dans certains pays. Serge Roux, il n'est peut-être pas d'accord avec ce que vous avez dit. Vous savez, c'est toujours les minorités qui créent des idées qui vont ensuite devenir majoritaires. Donc, non, j'écoute vos paroles avec intérêt et je me dis, où est le loup ? Parce que c'est ça, la controverse, la contradiction, c'est très intéressant. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a un élan vers beaucoup moins d'intrants. Si on disait ça il y a 10 ans, on était absolument fusillés. Parce que le monde agricole, on l'a contraint à faire cela. Aujourd'hui, pour aller vers ce que vous faites dans votre agriculture, dans votre production de bananes, mais ça demande à ce que les agriculteurs retrouvent le sens du paysan. Ce que vous disiez, Conrad. Donc c'est bien sûr l'amour de la terre, mais surtout, on redevient paysan. Et un paysan, c'est quoi? C'est le créateur de nos produits alimentaires, avec du goût. On a absolument besoin. Et aussi, la santé de la terre. Parce que, à quoi sert de produire intensément si on pollue toutes nos eaux de rivières, de fleuves? À quoi sert de produire intensément si les sols sont pollués et si ce sont des millefeuilles absolument sans vie? À quoi sert de produire intensément si nous produisons intensément du cancer et d'autres maladies? Parce que forcément, il y a un lien entre la santé et notre environnement. Donc, il y a un chanteur corse, Imouvrini, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a une phrase magnifique. Et quand je vous écoutais, je me disais, tiens, je pourrais leur citer, leur dédier. L'homme n'est ni grand ni petit, il a la taille de ce qu'il sait aimer et respecter. Or, aimer et respecter la Terre, la planète, c'est formidable. Et je le répète, c'est parfaitement partagé par tout le monde. Les AMAP, mais les AMAP, on en rigolait. Aujourd'hui, on ne rigole plus. D'abord parce que ça permet à des paysans de revenir à la terre. Donc, c'est encore une niche, mais multiplions ces niches. On parle aujourd'hui d'une agriculture périurbaine. Autour de nos villes, regardez par exemple autour de Paris, c'était une région extrêmement fertile. Bon, on a préféré prolonger nos habitats, nos zones à construire. Résultat, tous les 7 ans, 8 ans, on dévore en France l'équivalent d'un département français. C'est le pays d'Europe qui est le plus cannibale en matière de terres agricoles. Ça, et donc, on a absolument besoin, autour de nos villes, de recréer
des terres agricoles. Il faut absolument que les maires laissent du foncier pour les agriculteurs. Il faut absolument régler le problème de la retraite des paysans, parce que sinon ils sont obligés de vendre au plus offrant, et pas forcément à des agriculteurs, leurs terres. Il faut rénover la SAFER. Donc le système là, on le voit bien. Il y a des actions extrêmement généreuses, positives qui arrivent, mais maintenant, il faut, en France, parce que il faut toujours partir d'un pays, et je crois qu'en France, qui est une terre agricole, une terre de terroir, avec une histoire, il faut retrouver, je le répète, une agriculture heureuse, et pour cela, ça nécessite une négociation extrêmement forte, et qui dépasse l'actuel syndicat majoritaire, et qui se retrouvera face à un gouvernement quel qu'il soit, et qui se retrouvera forcément en cogestion. Et je répète, si demain j'étais ministre de l'Agriculture, je serais obligé de faire cela. Donc c'est trop facile de dire Yaka et Faucon. Non, il faut absolument négocier les uns avec les autres sur ce sujet. Et il faut le faire après l'élection présidentielle. Donc lisez le pacte agricole. Le pacte agricole, je crois que ça va nous permettre... Mais ça va nous permettre pas simplement une négociation nationale entre syndicats, entre ONG, avec les députés, les parlementaires, etc. Non. Il faut aussi que ça soit issu d'états généreux. D'états généreux, vous voyez. C'est pas lapsus. Bien, ça c'est formidable. C'est pas lapsus. D'états généreux autour de l'agriculture. Donc, de façon à ce que, issu des territoires, parce que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, et la Normandie, et la Corse, etc., ont des choses à dire. Il y a des doléances, mais il y a aussi des propositions. Il y a aussi une jeunesse qui a certainement envie de se mettre à l'agriculture. C'est de l'emploi, ce que l'on dit. Alors, si ce jour je suis prophète, eh bien, je peux vous dire, l'agriculture durable, l'agriculture non impactante sur l'environnement, c'est de l'emploi. Or, dans notre pays, aujourd'hui, nous avons besoin de sens et d'emploi. Alors, on va vous donner la parole vraiment dans quelques minutes. Je voudrais qu'on conclue sur cette question qui est importante, avec Konrad Schreiber qui a travaillé sur cette question. Pourquoi finalement, alors qu'on semble à peu près d'accord sur les moyens d'être plus vertueux, on a du mal à faire bouger le monde agricole. Alors, on ne veut pas stigmatiser qui que ce soit, mais on sait qu'il y a des puissances importantes dans le secteur, il y a des habitudes. Qu'est-ce qui coince en fait, Konrad ? En fait... il n'y a pas que le monde agricole, c'est le monde tout court, la société tout court. Globalement, quand on regarde le dossier agricole, et puis ça c'est l'analyse qu'on a depuis le départ à l'IAD, depuis 2008, en fait tout le monde est en train de s'étriper sur la place publique. Je suis meilleur que le voisin. C'est le bio, c'est le conventionnel, c'est en fait peu importe le modèle qu'on pourrait ramener là-dedans. Et puis, on est sur des prérequis, c'est-à-dire que par le questionnement des experts, où on pense que tel type de pratique serait mieux qu'une autre, ou alors tel type de moyens imposés devrait produire tel type de résultat. Je constate, j'ai fait une carrière agricole en Bretagne, le PMPOA n'a pas réduit, ou la directive nitrate telle qu'elle a été appliquée n'a pas réduit la pollution de l'eau, loin s'en faut. Donc, il y a un problème là-dedans. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. C'est-à-dire que chacun pense qu'il a une meilleure idée que le voisin. Donc, on disait, on va faire beaucoup plus simple que ça, on va remettre tout à plat. Pour savoir si mon idée est bonne, il faut redonner un petit peu la main au savoir-faire, c'est-à-dire aux agriculteurs qui vont finalement avoir autant d'idées, d'imagination, de techniques à mettre en œuvre que de solutions locales et d'individus. Et ensuite, il suffit de mesurer le résultat de leur pratique, tout simplement. Et on les met dans une dynamique où ils évoluent sur une démarche de progrès. Mon résultat est bon en faveur de l'environnement, en faveur de l'économie, en faveur de la production. Je continue, j'améliore mes techniques, etc. Mon résultat est mauvais, je corrige et je vais voir chez mes collègues les bonnes solutions trouvées. Donc, c'est une prime au savoir-faire et la mise en circulation du savoir-faire. Donc, en fait, il s'agit d'avoir des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs qui mesurent des moyens, mais des indicateurs qui mesurent tout simplement des résultats, et des résultats compréhensibles par les agriculteurs, s'il vous plaît. Et donc, une fois que vous êtes là-dedans, vous avez fait le ménage pour faire le pas technique nécessaire pour progresser. Et donc, finalement, toutes les agricultures rentrent dans le débat. On ne sait pas si elles sont durables. Toujours est-il que bio, pas bio, conventionnel ou pas, ou de préservation ou de conservation,
eh bien, on aura l'obligation de rentrer dans une démarche de progrès, de mesurer le résultat, et puis finalement de trouver toutes les bonnes techniques, et ça va finalement balayer devant la porte, tranquillement. C'est-à-dire aujourd'hui, on part du postulat que le bio, c'est bien, et bien moi je mesure que le bio, c'est pas bien. Et en fait, quand c'est bien fait, j'applaudis, quand c'est mal fait, c'est à corriger. Et il va falloir qu'on progresse comme ça, et c'est vrai pour toutes les formes de pratiques agricoles qu'on peut avoir. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire à tout prix, qui doit prendre pied dans la société, chez les agriculteurs, pour lever tous les obstacles. Et c'est ce qu'on a décidé de faire à l'IAD, en présentant cette démarche complètement originale, qui vient du bottom-up, parce que c'est comme ça que ça doit se construire. Et ensuite, moi j'ai aujourd'hui plein de questions pour la recherche agronomique. Première question, comment fonctionne l'alimentation hydrique d'une plante dans un système où j'ai le sol vivant? Voilà, question. Eh ben, j'ai zéro réponse. Mais l'autre question aussi, c'est que veut la grande distribution? Parce que l'agriculture, on a demandé aux agriculteurs de produire, de nourrir la France après-guerre, et donc là on a utilisé un productivisme qui était moderne. Mais quelle est l'offre? Quelle est l'offre? Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que la grande distribution demande? Qu'est-ce que le commerce demande? Or, aujourd'hui, on demande des gabarits de pommes ou d'autres denrées totalement formatés et totalement sans goût. Donc là aussi, qu'est-ce que nous voulons? L'agriculteur n'est pas responsable de tout. On lui a imposé, et à la fois un productivisme et aussi des produits stéréotypés. Donc, est-ce qu'on va retrouver des produits sains? Est-ce qu'on va retrouver des pommes qui sont autre chose que des balles de tennis bien rutilantes? Voilà, c'est aussi la question. L'agriculture de demain, c'est vraiment une discussion, c'est une réflexion de la société française. Qu'est-ce que nous voulons? Et cessons de stigmatiser le monde agricole comme on l'a fait jusqu'à présent. Tant en les lançant dans l'agriculture productiviste ou en leur disant qu'ils sont les assassins de la biodiversité. C'est pas vrai. C'est trop manichéen. Alors sur cet aspect des choses, je voudrais préciser que la deuxième table ronde va en partie répondre à ces questions, avec notamment Yves Chauvin qui représente le groupe Casino pour l'achat des fruits et des légumes. Mais ça n'empêche pas d'en dire un mot. Sébastien Zanoli. Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que disait M. Horus, c'est que effectivement, par exemple, le fait qu'on ait réduit autant les pesticides, on a des bananes qui sont moins nickel, quoi. Faut dire ce qui est. Elles sont moins esthétiquement. La peau est pas, la peau est pas plastique comme on dit. Alors la concurrence, quand on voit le Costa Rica qui met 10 fois plus, il y a une étude internationale qui l'a montré, mais ils mettent 10 fois plus de pesticides, mais vraiment littéralement. Et voilà, ils ont des bananes plastiques, et du coup, nous ça nous pose des problèmes commerciaux, c'est-à-dire que nos bananes sont moins acceptées, ça nous pose des problèmes de qualité. Enfin voilà, ça c'est un vrai problème. Il y a plein d'autres exemples sur les pommes notamment. Voilà. Bruno Parmentier. Oui. Il est de bon ton en général de taper sur la grande distribution. C'est elle qui nous dit, etc. Mais on peut aussi la voir autrement. Elle nous sert ce qu'on a envie. La réalité d'ailleurs, c'est que malgré toutes ces discussions qu'on a eues depuis 40 ans, on mange 4 fois moins de pommes de terre, 3 fois moins de pain, 3 fois moins de vin, 2 fois plus de viande, 2 fois plus de lait. Donc ça, c'est des mouvements, quelque part, personne ne les a décidés, c'est ce qu'on veut. Et alors maintenant, on veut du bio. Attendez, il y a du bio chez Carrefour. On veut du sang, il y a du sang gluten chez Carrefour, il y a du sang cagéine chez Carrefour, ils nous servent ce qu'ils veulent. L'autre jour, j'ai déjeuné dans le TGV. Incroyable. Les menus du TGV, maintenant, c'est normal ou bio. Et dans le menu normal, pas bio, justement, par provoque, j'ai pris le normal, ils vous mettent quand même l'entrée bio, la sortie bio, le vin bio. Et puis alors le plat de résistance quand même, il est tout ce qu'il faut là, local, truc, machin. Alors ça fait rigoler, local d'ailleurs, local dans le TGV, c'est à moins de 100 km du TGV, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Voilà. Ça dépend où vous trouvez. Mais attendez, on a 5 minutes pour bouffer, 5 minutes. On sent bien que quelque part, il y a une pression sociale. Au bout d'un moment, ils nous servent ce qu'on veut. Oui. Voilà. Mais l'autre jour d'ailleurs, j'ai pris le Thalys. Là, alors là, c'est extraordinaire. Le menu, c'est normal ou végétarien. C'est incroyable, hein? C'était impensable il y a 10 ans. Mais ça m'a fait rire parce que justement, je revenais d'Inde. En Inde, c'est l'inverse.
C'est normal ou pas, ou non-veg. Le normal, c'est végétarien là-bas. Donc, en fait, ça dépend de ce qu'on veut. Et puis alors, sur les fruits et légumes, cette histoire qu'on choisit un par un ses fruits et légumes, c'est complètement destroy. On choisit le monde qu'on veut. Lorsqu'on en est à choisir la banane, mais même la pomme, même la prune, même la cerise, une par une, mais c'est une histoire de fou. Moi, quand je vois des gens qui choisissent les cerises une par une, j'ai dit, vous savez ce que vous provoquez ? 3 passages de pesticides de plus. C'est ça que vous provoquez en choisissant votre cerise une par une. Quand on est au marché, je vous en mets 1 kilo, eh bien, il y en a une qui impète, mais c'est la vie, une cerise qui impète. Voilà. Et quand on choisit, on ne comprend pas du tout qu'on choisit le monde qui va amener. Je choisis, alors 10 fois plus de pesticides quand j'ai une banane toute jaune. Et ben voilà, moi une banane avec un petit pet marron, c'est la vie ça, voilà. Je choisis une banane sans pesticides. Mais il faut se rendre compte qu'on a tous nos contradictions. De la même manière que ceux qui veulent manger bio, jardiniers du dimanche, ils font pchit sur leur rosier. Bon, on a envie de dire, alors il faudrait savoir ce que tu veux. Ou bien, il provoque de plus. Enfin, les 2 seuls produits qui tuent vraiment sur Terre, la nature, on les connaît, c'est le tabac et l'alcool, quand même. 55 000 morts par an sur le tabac, 45 000 morts sur l'alcool. Donc aller arracher des OGM, une pipe au bec avant de boire un coup, c'est absurde. Ce qui tue, c'est la pipe, pour le moment, et l'alcool. Bon, on va voir, les OGM vont probablement tuer. Mais redisons les choses telles quelles. Il y a 2 grands fléaux de la nature, le tabac et l'alcool. Et puis, mangeons un peu de diversité, ça fera moins de pesticides. Alors, merci. Enfin, les grands fléaux, c'est l'inconscience et l'immobilisme. Hein. Parce que, alors, sur la grande distribution, d'abord, personne n'a tapé sur la grande distribution, parce que moi, j'ai l'occasion d'y travailler avec notre ONG. Et là, dans ce domaine-là, il y a de réels progrès. Et puis, un petit salut à José Bové, parce qu'il a eu beaucoup de courage. Et il fait un travail magnifique au Parlement européen. Il n'est pas candidat cette année. Hein, ça. Bon. Allez, on va passer à la question échange avec vous. On souhaitait donner la parole, on l'avait promis tout à l'heure, hein, à nos amis de Martinique, c'est ça. Hein. Alors, je ne sais pas où sont les micros. Quelqu'un distribue les micros ou... Non, il va descendre. D'accord. Si. Voilà, ça marche. Alors, Florent Gabin, président de l'association écologique Puma, pour une Martinique autrement. Je vais quand même demander au président de venir à côté de nous. Président, si tu peux venir à côté de nous. Chez nous, c'est du l'improvisation qui fait avancer les choses. En moins de 15 jours, à 2 reprises, vendredi dernier au Sénat, et ce matin, je découvre que finalement, Paris ne sait pas qu'on a reculé énormément en pesticides aux Antilles. Ça, c'est une chose, si vous voulez, qui nous pose préjudice à nous, aux Antilles, mais qui vous pose aussi préjudice au niveau national. Je m'explique. Hier, le président et moi, jamais on serait dans cette salle. On serait chacun en face avec son canon. Pendant plus de 30 ans, on s'est tiré dessus. Et un jour, on s'est dit, mais messieurs, nous sommes enfants du pays, c'est la Martinique qui subit, c'est la Martinique qui a le problème, que faisons-nous? On s'est assis et finalement, nous avons trouvé le consensus positif. Au point où les gens me disent que tu as changé. Oui, j'ai changé, il a changé. Pourquoi se taper dessus? Bon, aujourd'hui, nous les accompagnons dans leur démarche, de manière à ce qu'on puisse faire savoir à la population, qu'ils ont reculé. Je vous dirais mieux. Pardon? Avancer. Oui, voilà. Ah oui, excusez-moi. Ça, c'est un vieux réflexe de langage. Voilà. Non, mais le raisonner derrière. Dans notre population aujourd'hui, elle se plaint de voir revenir des bestioles. Tout ce qui était dans la nature est revenu. Et quand j'ai vu revenir ces éléments-là, je me suis dit, mais attends, nous sommes sauvés. Parce que nous, on pensait que tout était mort. Et là, aujourd'hui, toutes les bestioles sont revenues, coccinelles, tout. Donc, ce qui fait que le fait qu'ils aient reculé avec les pesticides... pour qu'ils aient avancé dans le progrès. Mais pour nous, reculer, c'est dans l'importation de pesticides. D'accord. Donc, recul d'importation de pesticides, recul d'utilisation de pesticides. Et mieux, c'est pour vous dire que ce n'est pas un combat simple. Nous avions constaté une forte importation de compost venant du continent. Et la matière première, boue de station d'épuration, chez nous, on l'a jetée en poubelle et on la brûlait. Finalement, un producteur de boue et un agriculteur, ils ont décidé de faire une unité de fabrication sur l'île. L'État a attaqué le permis.
Donc nous sommes rentrés, comme nous le permet le droit, dans le dossier. Et nous avons fait reculer l'État. Donc l'usine est actuellement en fabrication. Nous aurons enfin ce compost à partir de décembre. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Mais maintenant au niveau national, si vous n'en parlez pas, si au niveau national on ne fait pas connaître à la nation que oui, aux Antilles, il y a un progrès énorme qui a été fait, qu'on n'est plus dans cette lutte permanente, on est justement dans ce consensus positif. Vous ne nous aidez pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les non-atouts. C'est le OTOR, le fonds de commerce. Actuellement, alors qu'ils ont fait des efforts énormes, arrive une maladie chez nous, la cercosporiose noire. La seule technique pour pouvoir traiter le problème, c'est la technique chimique. Mais en dehors de la banane, nous avons constaté que ça rentre dans le biotope. Nous avons quatre essences qui ne sont pas consommées, sauf la tourbo. Il y a le Renginger, qui est une fleur. Il y a le balisier, qui est juste une fleur. Et l'arbre du voyageur. Ils sont aussi attaqués par la même maladie. Et aujourd'hui, ils ont un mal fou à faire comprendre que ce qu'ils utilisent comme produit, non seulement il est homologué, mais il n'est pas homologué par le fabricant. Il est homologué par trois fusibles, 2 européens, 1 national. Et j'ai l'habitude, hein. On m'en a mis tout plein. L'important pour nous, c'est que nous ne fonctionnons pas comme les autres. Nous fonctionnons autrement. Il faut sauver la banane, il faut sauver les 12 000 emplois, il faut sauver tout ce qu'il y a à sauver dans l'île. Les dégâts collatéraux, nous les connaissons. Et c'est là où nous interpellons la médecine. L'urgence aux Antillais au niveau national, c'est qu'un médecin aujourd'hui est obligé d'avoir une connaissance environnementale. Autrement, il ne peut pas travailler. Et là, nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'on puisse mettre en Martinique un outil pour doser les pesticides dans le sang de tout ce qui vit aux Antilles. Mais comme je vous dis, ça a été possible parce qu'on a compris, il suffit de s'arrêter. Enfin, c'est un défaut que j'ai dans le bâtiment. Quand la lampe ne va pas, on s'assied, on dit il faut changer telle chose, il n'y a pas de discussion. Nous pensons qu'en agriculture aussi, c'est possible. Le consensus positif est possible à la condition première qu'on sache s'écouter. Et puis, c'est quand même grâce à la télévision, je pense que c'est à cause de ça qu'ils ont vu la pression monter. Ils ne peuvent pas circuler à Fort-de-France. Et puis le peuple leur disant, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Donc, ça c'est possible, mais il faut y aller. En tout cas, merci encore. Et puis, président, devant toutes ces personnes, merci. Et puis, tu vas quand même leur dire un petit mot. Pas obligatoirement. Je ne suis pas aussi bavard que lui. Mais bon, c'est vrai que c'est un travail d'explication, de compréhension mutuelle. Sébastien Zanoletti a décrit un peu le processus, mais c'est un travail que nous avons fait en commun. Et aujourd'hui, on est assez fiers de ce qu'on a fait. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bon, s'il y a d'autres questions, levez la main et puis on va vous donner la parole. Voilà. Tout en haut. Désolé. Oui, bonjour, Sophie Caron, journaliste à Plainchamp.com, qui est un site internet dédié à l'agriculture. J'aurais une question à M. Conrad Schreiber. Vous nous avez parlé d'outils et je voulais savoir de quelle façon ces outils sont diffusés et reçus dans le monde agricole. Est-ce que vous avez déjà des actions avec les chambres d'agriculture? Enfin, concrètement sur le terrain, est-ce que les choses avancent? Et notamment dans le cadre du projet Ecophyto, est-ce que ces outils sont utilisés? Oui, alors les choses avancent. Aujourd'hui, parler de conservation des sols, c'est devenu quasi un sujet incontournable. Au niveau des agriculteurs, on avait, on va dire, hébergé ces techniques et on les a développées depuis les années 90 par le biais des associations. Et quand je parle d'outils, en fait, il n'y a pas d'outils très ciblés. C'est-à-dire, c'est tout ce qui contribue à copier mon modèle écosystémique. Voyez ? Donc, en fait, systématiquement, on va faire en sorte que l'agriculteur puisse réadapter d'abord l'usage de ses propres outils. C'est-à-dire, tout le monde le sait bien, avec un marteau, je peux construire une maison, je peux la détruire. Je peux enfoncer un clou pour faire tenir un cadre ou je peux tuer quelqu'un. Donc déjà, l'usage des outils existants. Et ensuite arrivent les autres outils qui sont, par exemple, tous les outils de semi-direct pour faire du semi-direct sous couvert végétal, mais aussi de la génétique végétale qui est un outil
qu'il va falloir développer. Aujourd'hui, on sélectionne des plantes naines, très productives en grains, et demain, on aura besoin de plantes géantes, productives en biomasse. Ben voilà, donc tout ça, ça existe déjà, puisque les génomes anciens sont souvent des plantes géantes. Donc en fait, les outils, voilà les outils, réellement. Et on n'invente pas grand-chose, on n'aura qu'à les améliorer. Hein. Donc la recherche, elle doit venir nous aider à ce moment-là. C'est-à-dire, l'agriculteur va mettre en œuvre un certain nombre d'outils, de techniques et de technologies dont il dispose déjà, et la science va venir les améliorer dans les systèmes de culture. Donc après, deuxième étape, une fois que l'agriculteur est parti dans ses pratiques pour copier le fonctionnement de la nature, eh bien, on va mesurer le résultat, c'est-à-dire la qualité de l'eau, l'érosion des sols, le taux de couverture, la matière organique, le bilan carbone, les coûts de production, les bilans énergie, les bilans azote, etc., les IFT, parce que voilà, c'est un enjeu, c'est-à-dire comment on maîtrise un outil chimique. Hein. Il ne s'agit pas de tout jeter d'un bloc, au contraire. Quand je vais dans un bureau, peu importe où je suis, quand je suis ici à Paris, je ne fais pas tout avec rien. Il va falloir sortir de ce genre d'idées. Hein. Je fais beaucoup de choses, mais il me faut aussi des intrants, des produits, des outils. Bon, c'est l'anecdote. J'étais dans un bureau, et puis de quelqu'un qui est contre les pesticides. J'ai dit, OK, on va jouer à égalité sur ce dossier-là. Et donc, si vous m'interdisez un outil, eh ben, je vous donne mon outil, mais en échange, je vous en prends un sur le bureau. Outil contre outil. Ben, ça a été vite vu. OK, je laisse tomber mes pesticides. Pourquoi pas? Je vais essayer de faire de l'agriculture idéologiquement avec un postulat. Je ne suis pas sûr d'y arriver, donc je laisse tomber mon outil et en échange, au bureau, j'ai pris l'ordinateur. Ben, je vous garantis que ça a été le tremblement de terre. Alors j'étais beau prince, j'ai laissé l'ordinateur, mais j'ai pris que le cordon. Et tout de suite, on comprend par ce jeu-là, un petit peu absurde, que sans outils, on ne fera quand même pas grand-chose, et que c'est d'abord l'usage des outils qui importe, la mesure du résultat, et puis finalement l'évolution des outils. Et finalement, qu'est-ce qui m'intéresse? Ben, c'est quand je vais chez un réparateur mécano, par exemple, qui me répare ma voiture, ce n'est pas une caisse à outils vide que j'ai besoin. Parce que là, je m'échappe en courant avec ma voiture qui marche à peine. J'ai besoin d'une caisse à outils pleine. Et je fais confiance au professionnalisme, c'est-à-dire au mécanicien, de bien réparer ma voiture. Il ne va pas utiliser n'importe quel outil, n'importe comment. Et c'est ça tout l'enjeu. Et donc aujourd'hui, dans ce mouvement-là, on pense qu'il faut sortir des idées reçues, il faut sortir des modèles préétablis, il faut sortir de la caricature pour vraiment se mettre au travail. Peu importe le type d'agriculture que je vais faire, parce que ce que j'ai appris avec les agriculteurs, c'est qu'au bout du compte, ils vont choisir leur marché. Ils vont aller sur le bio, ils vont aller sur l'agro-industrie. On parlait de l'agro-industrie, mais il ne faut quand même pas se tromper de débat. Les AMAP, tout ça, c'est bien beau, mais c'est le fun de la machine. Et on surfe sur le haut de la vague. Il faut quand même voir les villes pour ce qu'elles sont. Paris, c'est un petit village, mais Tokyo, c'est 100 millions d'habitants. Une ruche qui marche 24 heures sur 24, si vous n'avez pas l'agro-industrie plus tout ce qui va avec, c'est-à-dire la sécurisation de la production de qualité au départ, sans polluer, plus la transformation, plus la distribution 24 heures sur 24, vous n'arrivez quand même pas à nourrir tous ces gens-là avec des schémas de proximité tels qu'ils sont imaginés. Donc tout ça, ça devra quand même évoluer énormément. Voilà tous les outils qu'on mettra en œuvre. Alors, il nous reste 5 minutes. Il y a encore une question, puis peut-être une autre. Oui, c'était une remarque un peu au départ. Oui, oui, ça marche ou pas? Une remarque au départ, c'est que j'ai eu une impression assez désagréable au départ de caricature. J'ai eu une impression assez désagréable au départ de caricature de ce qu'est l'agriculture, de ce qu'a été l'agriculture de la fin du XXe siècle et de certaines oppositions inutiles à la chimie en quelque sorte en tant que telle et un peu idéologique comme vous venez de le dire. Je suis un peu plus rassuré par la tournure que prend le débat maintenant avec les personnes de l'association environnementale, puis même dans le débat maintenant, parce qu'effectivement, pour mobiliser, il faut positiver. Je veux dire, évidemment, il y a des blocages. Il y a toujours des blocages quand il y a une évolution. Mais il faut surtout s'appuyer sur ce qui bouge et ce qui peut bouger et comment on peut faire bouger. Et en l'occurrence, là, on rentre dans le vif du débat. Alors, simplement 3 choses.
je pense qu'il vaudrait mieux parler de réduction du risque, et c'est ce que vous êtes en train de faire en disant ça, en disant par exemple qu'il faut continuer à avoir quelques outils quand même. Il faut parler de réduction du risque et non pas de réduction des volumes. C'est la première chose qui est importante. La deuxième chose qui me semble importante, c'est de parler de complémentarité des méthodes et d'agriculture diversifiée, ce que vous avez commencé à faire. Et le dernier point sur lequel on a beaucoup parlé là, et ça mériterait peut-être d'être développé, je ne sais pas si vous pouviez le développer maintenant, ce serait bien, c'est l'accent sur la formation, l'information, la responsabilisation des producteurs. C'est quand les producteurs sont formés, informés, responsabilisés, qui savent ce qu'ils font et qui savent ce qu'est l'agronomie, qu'ils arriveront à avoir des solutions convenables. Merci. Pardon, Jean-François Proust, Forum Phyto, je ne me suis pas présenté. Forum Phyto, c'est une association 1901 sur la protection phytosanitaire en fruits et légumes. D'accord, alors je pense qu'on avait répondu à une part de vos remarques. C'est amusant, moi j'apprécie toujours l'intelligence collective et on a le droit de ne pas être d'accord et c'est ça aussi une civilisation fertile. Mais quand même, c'est amusant de constater que dès qu'on parle de bio, dès qu'on parle d'agroécologie, dès qu'on parle de niche, parce qu'effectivement, il y a des débuts, des amorces, des recherches, etc. Et soudain, on parle de problèmes idéologiques. Alors que, par exemple, dans ma pensée, je n'ai jamais dit que les phytosanitaires, c'était idéologique, et je pourrais le dire. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse ensemble faire avancer, progresser l'agriculture de notre pays? Il existe une érosion massive de la biodiversité. Il ne faut pas le nier. Donc comment on enraye cela ensemble? C'est de notre responsabilité. Nous sommes des passagers de la Terre, avec nos contradictions, avec nos défauts, nos qualités, avec nos petits côtés partisans et nos côtés coqs. Mais qu'allons-nous faire demain? Et il va falloir enfin, dans le domaine de l'agriculture, se parler réellement et cesser cette guerre de tranchées inutile et inutile pour notre civilisation. Oui, en un mot, il nous reste 1 minute 30. Oui, c'était juste. Je suis d'accord avec M. Haut. C'est vrai que on ne parle pas d'idéologie là. C'est très pragmatique. On est d'abord. Effectivement, j'ai communiqué sur l'aspect réduction, mais de toute façon, ce qu'on suit en fait, c'est pas le risque, c'est les impacts en fait. Par rapport à des analyses cycle de vie, on suit les impacts. Donc, évidemment, il faut réduire les impacts sur l'environnement. Voilà, ça c'est important. Ce que vous avez dit par contre qui est très important, c'est la formation. C'est sûr que ce que je disais tout à l'heure, si on veut revenir à l'agronomie, à bien connaître les processus écologiques, c'est très technique, donc il faudra beaucoup de formation et c'est là où il faut mettre vraiment le maximum de moyens voilà, pour revenir au métier vraiment d'agriculteur. Voilà, nous concluons sur la formation, donc sur l'avenir. Et sur le monde.fr, lisez le pacte agricole. Le pacte comment déjà? Le pacte agricole. Lisez-le. Ah, il est fort.